c'est parti. Nouvel épisode. Gros épisode. J'avais tellement hâte de tourner cet épisode, guys. Si un soir on est rentré, on savait plus quoi regarder, on savait plus quoi faire. Puis j'ai eu une idée. Un petit peu saugrenu. Je vais mettre un défilé sur l'iPad. Je mets un défilé, pas n'importe lequel. Le mythique, le mémorable défilé haute couture Margiela par John Galliano. Aujourd'hui, on va vous proposer de décrypter un petit peu ce défilé, expliquer tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être déjà vu notre vidéo sur Martin Margiela, donc vous allez pouvoir mieux comprendre cette vidéo. Si vous n'avez pas vu, on vous recommande d'aller la voir pour avoir les bases de ce qu'est la maison Margiela. Alors oui, ça fait longtemps qu'il est passé, mais c'est important, on revient dessus, voilà, c'est un moment chaîne, iconique de la mode. Donc voilà. Fait. Aujourd'hui, petit t-shirt un petit peu engagé. Par passé. Et où le steamer? Bah excuse-moi, mais c'est à l'image de Martin Margiela. Mais du coup, Protect the Doll, t-shirt réalisé par Connor Heave. Je propose qu'on commence tout de suite. On va commencer dans le vif. L'une des principales inspirations de Galliano pour ce défilé est le Paris interlope et secret des années 1930. C'est un Paris qui est notamment immortalisé par le photographe Brassailles. Ce dernier était notamment surnommé l'œil de Paris. Il a arpenté la ville de nuit, capturant la vie des marginaux. J'essaierai de vous retrouver des photos. Par marginaux, on entend les prostituées, les voyous, les clochards, les travestis, mais aussi toute la bourgeoisie qui était un petit peu dévoyée. Le Paris nocturne des années 1930, tel que capturé par Brassailles dans son ouvrage mythique Paris de nuit, est bien plus qu'un simple décor. C'est une plongée dans un univers parallèle où la ville se métamorphose à la faveur de l'obscurité. Brassailles, il arrive à Paris en 1924 et il s'impose rapidement comme l'un des témoins privilégiés de la vie nocturne. Il arpente les rues aux côtés d'intellectuels comme Henri Miller ou Jacques Prévert, mais c'est surtout les anonymes et les marginaux qui vraiment l'attirent, ce qui devrait vous faire tilter immédiatement avec Martin Margiela. Dans Paris de nuit, Brassailles ne cherche pas à embellir la réalité. Il va transfigurer par le regard et la technique, grâce à des temps de pause longs et à une impression en héliogravure. Il obtient des noirs très profonds et surtout inédits, des contrastes extrêmement puissants, une lumière presque liquide qui sculpte les corps. Ce procédé, du coup, va donner à ces images une intensité dramatique. Et là, ça devrait vous rappeler Galliano. Voilà, des ruelles sombres, des escaliers mais interminables, des lampadaires qui diffusent une lumière incertaine, créant une atmosphère à la fois inquiétante et poétique. Brassailles, il capture la vie grouillante de la ville, le dernier métro, les travailleurs de nuit, les fêtes foraines, les spectacles, les balles de travestis, mais il n'oublie pas la misère. Il photographie les exclus, les sans-abri, on le disait, les prostituées, et ça donne à voir la face cachée de Paris, celle que personne ne veut voir, celle qu'on ne regarde pas, celle sur laquelle on détourne le regard. Et ce Paris nocturne est traversé par la magie de l'électricité et des réverbères à gaz, qui remplacent la lumière du soleil, et donc donne à la vie une nouvelle identité visuelle qu'on ne pourrait pas avoir de jour. Et la lumière artificielle devient un personnage à part entière, magnifiant tantôt le faste, tantôt les silhouettes anonymes qui peuplent la nuit. L'esthétique de Brassailles est souvent qualifiée de surréalisme du réel, et elle consiste à révéler l'extraordinaire dans le quotidien un petit peu banal. Il veut faire voir la réalité comme si on la découvrait pour la première fois. Le Paris nocturne des années 30, c'est véritablement un laboratoire social et artistique, où s'entremêlent modernité, marginalité et effervescence culturelle. Dans ces années-là, la capitale vit au rythme des bars, des cafés dansants, des cabarets, des bals nuisettes, des boîtes de nuit aussi. Attention, quand on parle de boîte de nuit, Oui, on oui. parle pas de boîte de nuit comme on a aujourd'hui. Elle est mariée. C'est pas ça. Les quartiers de Montmartre, Pigalle ou encore Montparnasse s'embrasent dès la nuit tombée. On y croise des mosaïques de personnages, des aristocrates en quête de sensations, des artistes bohèmes, des ouvriers, Et mais toujours aussi le même panel, voilà, les prostituées, les voyous. Exactement. La marginalité, forcément, elle y est omniprésente. Elle est captée sans phare par Brassailles, qui photographie aussi bien la solitude des personnes sans abri que les fêtes exubérants et les bals, personnes travesties ou des bordels célèbres. La nuit parisienne est alors marquée par une atmosphère de liberté et de métamorphose, travestissement. Les identités s'y brouillent, les travestis et les homosexuels trouvent souvent refuge dans les bals costumés, comme celui de Magic City, au lieu de vie nocturne où se mêlent toutes les classes sociales et où l'on joue avec les codes du genre et de l'apparence. Encore une fois, ça doit vous faire penser à quelqu'un. Cette vie de l'ombre longtemps cachée est révélée par la photographie et la littérature de l'époque, malgré une censure qui frappe encore certains sujets
était jugé trop sulfureux. Et sur le plan artistique, la nuit devient véritablement un sujet central. Donc on le disait, la lumière artificielle, les réverbères à gaz transforment vraiment la ville et ses habitants. Et c'est vraiment ce jeu d'ombre et de lumière qui est créé par ces effets-là qui va être hyper intéressant et pertinent pour la création artistique à ce moment-là. Et du coup, les photographes comme Brassai capturent cette ambiance étrange. La nuit suggère plus qu'elle ne montre parce qu'elle trouble, elle libère les pulsions, elle fait émerger une poésie qui est sombre mais en même temps sensuelle. Et à côté de ces photographes-là, on a des écrivains comme Paul Morand ou Francis Carco qui racontent eux aussi ce Paris interlope où la fête côtoie la misère, où l'on danse le jazz et où la mode féminine se libère, notamment sous l'influence des grandes figures des années 1920-30. Ce Paris de nuit des ombres et des marges est donc à la fois un espace de perdition et de création, un monde parallèle où la société se dévoile dans toute sa diversité, mais aussi dans sa beauté un peu insolite puisque cachée jusqu'à présent. C'est un Paris en crise, mais vibrant. Après le crash boursier de 1929, la capitale traverse une période très difficile, avec énormément de difficultés économiques, mais la nuit parisienne, en fait, elle va rester, entre guillemets, en place. Ça va rester un espace d'évasion, de créativité aussi. Des quartiers comme Pigalle, Montmartre ou encore Montparnasse, comme on vient de dire, deviennent littéralement des lieux de fête, de liberté, de mélanges sociaux. La nuit, c'était vraiment un moment à cette période-là où on rompait les barrières entre les grands et les petits. On avait vraiment un mélange qui était beaucoup plus fort que ce qu'on a maintenant, mais c'était vraiment le mélange parce que la nuit, c'était très ensemble, quoi. On y retrouvait tout le monde. Ouais, on avait vraiment un tableau de la mixité, de la diversité. On a donc, tu disais, l'explosion de la vie nocturne. Donc les bars, les cabarets, les cafés dansants, bals musettes, boîtes de nuit qui se multiplient de plus en plus. On va avoir les débuts des cabarets transformistes où se produisent les travestis et les artistes queer qui connaissent d'ailleurs à ce moment-là un succès vraiment retentissant et inédit dans l'histoire des communautés queer, notamment bien évidemment à Pigalle, au lieu de la queer culture. Toute cette culture-là va être traversée par la culture jazz qui est complètement naissante et nouvelle et qui est transposée depuis les États-Unis, qui attire une jeunesse nouvelle, avide de transgression, de nouveautés. Et donc c'est ça qui va faire vraiment le contexte de fête et d'effervescence de ce Paris-là. On va bien évidemment avoir forcément la présence des marges et des identités alternatives. Les nuits parisiennes deviennent littéralement le refuge des prostituées, des voyous, toujours les mêmes personnages. Toujours les mêmes personnages, toujours en quête forcément de liberté, de plus de liberté, puisque dans le jour... c'est pas des gens qui sont acceptés par la société. Exactement. Les bals costumés, d'ailleurs, comme le Magic City, deviennent littéralement des espaces où les codes de genre, de classe, sont totalement bousculés. D'ailleurs, ça va offrir forcément une visibilité qui est assez rare à ces communautés qui sont marginalisées. Et tout ça, donc, on a les lieux, on a les communautés, et tout ça se fait dans une ambiance extrêmement sulfureuse et transgressive, comme on le disait. Donc, les maisons closes, les bars à hôtesses, les striptease et fumeries d'opium participent à la réputation d'un Paris interlope, à la fois fascinant et en même temps inquiétant, notamment avec les jeux d'ombre des lumières dont on parlait avec les travaux de Brassai. Et cette vie nocturne, on l'a dit, inspire les écrivains, les photographes, tous les intellectuels artistes qui capturent la poésie de ces lieux sombres. On va évidemment avec tout ça avoir une révolution dans la mode et dans l'allure surtout, puisque dans les années 30, on va voir l'avènement d'une mode beaucoup plus libre, influencée par la collabo, cheveux courts, chapeau rond, à cloche, pardon, je vais citer les bons termes, taille basse, silhouette tubulaire. C'est une esthétique qui devient moderne, androgyne et fonctionnelle, qui va forcément accompagner l'émancipation des femmes et qui s'accorde sur la liberté des nuits parisiennes. Et donc on est avec tout ça, et on retourne un petit peu sur l'idée de la photographie avec Brassai, on est dans un Paris qui est fantasmé par la photographie. Oui, parce que ça donne envie, mais... Voilà, on a Brassai, mais on a aussi Roger Chasles qui immortalise cette vie, qui vont mettre en scène l'ombre, la lumière, les visages, ainsi que les silhouettes allongées, notamment avec la mode dont tu parlais, et qui deviennent des symboles de ce Paris secret et extrêmement fascinant pour l'époque. On va avoir les bals costumés et les fêtes foraines du Paris des années 30, qui vont être des espaces de liberté et de transgression où les normes sociales et genrées étaient volontairement
particulièrement brouillé. Situé du côté du pont de l'Alma, le Magic City était une immense salle de bal réputée pour ses soirées où se mêlaient en gros toutes les couches sociales de la société, tout ça. Le Paris interlope désigne historiquement les milieux, lieux et populations considérés comme marginaux, équivoques ou douteux, à la frontière de la légalité et de la respectabilité. D'ailleurs, le terme interlope vient du commerce maritime du XVIIIe siècle, où il désignait d'abord les navires pratiquant la contrebande ou le commerce illégal, avant de s'appliquer au XIXe siècle à tout ce qui est louche, suspect, pas très légal dans la société urbaine. Alors, d'un point de vue étymologique, emprunté de l'anglais interloper, qui désignait en gros un marchand qui s'introduisait illégalement dans les commerces. Par extension, il désigne toute activité ou personne en marge des règles déjà préétablies. Ce terme, il a évolué, donc on parle de interlope, il a évolué au 19e siècle. Le mot passe du domaine du commerce, on va dire frauduleux, à celui des milieux urbains, pour qualifier des lieux ou des personnes jugées par un aspect dit douteux et mêlées forcément avec des activités illégales. Le Paris interlope s'est développé en réaction à la fois à la répression officielle de toutes ces activités illicites, donc homosexualité, les plaisirs charnels et compagnie, les jeux d'argent. et à la demande sociale de plaisir, de liberté et de transgression. La capitale, avec sa densité urbaine et son anonymat, a toujours attiré les populations marginales, les artistes, mais aussi les curieux et les bourgeois. Et on l'a dit, ce Paris interlope s'incarne dans des quartiers précis, donc qu'on a cités, donc Montmartre, Pigalle, tout ça, dans des lieux précis, donc les brasseries, les bals et tout, mais aussi dans des réseaux sociaux informels. On ne parle pas des réseaux sociaux comme on a aujourd'hui, où se croisent différentes classes et différentes identités. Ça se mélange, quoi. Voilà, dans le contexte du Paris nocturne, de la vie artistique, il qualifie les milieux où les personnes marginales, l'univers interlope est donc celui de l'ambiguïté, du mélange et parfois même de la transgression. Et du coup, pour revenir à Brassailles, maintenant qu'on vous explique un petit peu c'est quoi le Paris interlope, dans ses photographies, il a immortalisé véritablement ces nuits à la frontière entre le masculin et le féminin, parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour cette période-là et que vous devez comprendre, c'est qu'on a une frontière de genre qui commence à se brouiller à nouveau, puisque c'est pas récent ce truc-là. On a aussi la frontière entre la réalité et le faux avec les mascarades, tout ça, le côté plus clownesque, la fête des faux dans Quasimodo, enfin c'est un petit peu ça. Les bals costumés étaient un moyen pour chacun de se réinventer, de s'inventer un personnage. C'était la maison des secrets, quoi, ne révèle surtout pas ton identité. Clair. Et on avait du coup beaucoup plus de possibilités de jouer avec qui on était, ce que l'on était, ce qu'on représentait, et donc on pouvait complètement se changer, quoi. On devenait une Winx. Ouais. Et on l'a dit, ces espaces étaient véritablement, il faut en avoir conscience, des refuges pour la communauté queer qui était illégale et qui était menacée de prison. Un peu le début des balls. Et donc, on va passer à une partie... À aujourd'hui. Aujourd'hui, Galliano va reprendre en fait tout simplement cet héritage, d'où cette intro explicative assez longue, parce qu'il va vraiment falloir comprendre ce qu'il a fait en fait tout simplement chez Margiela. Des corsets exagérés, des perruques pubiennes, des maquillages littéralement outranciers faits par Pat McGrath. La reine. Et évidemment, les vêtements trompe-l'œil que vous avez... Et pas Cédric Grolet, Et pas la Grolet, des vrais beaux trompe-l'œil, sont littéralement des clins d'œil à la tradition du travestissement et du jeu du genre. Les silhouettes deviennent des personnages de cabaret ou de fête foraine, incarnant la liberté de se métamorphoser, de brouiller les pistes, de défier les conventions. On a véritablement, si je puis reprendre une métaphore qu'a fait Baudelaire dans son introduction des Fleurs du Mal, donnez-moi votre boue, j'en ferai de l'or. C'est exactement ce qui s'est passé cette nuit-là à Paris avec le défilé Margiela. C'est que Galliano a pris toute cette culture interlope des marginalisés, des mis de côté, des ceux qu'on ne veut pas voir, et il a transformé ça véritablement en or, puisque c'est un des défilés qui a fait le plus de bruit ces dernières années. Et donc ça montre à quel point il a vraiment fait beaucoup de recherches. Ça vous montre aussi à quel point il y a un travail derrière le défilé, que ça a une importance, quoi. On en parlera plus tard, mais il a remis à jour ces figures oubliées et mises de côté, quoi. Par ce choix, Galliano célèbre littéralement la mode comme un espace de subversion, de créativité, de liberté identitaire, fidèle évidemment aux nuits parisiennes et la mémoire surtout des lieux où la différence était non seulement tolérée, mais aussi valorisée. Donc le travail de Brassailles, peut-être que Galliano s'est pas inspiré directement de lui, mais en tout cas influence énormément ce que Galliano va faire. Galliano transporte cette atmosphère du travail de Brassailles dans le défilé Margiela, avec des silhouettes allongées, des visages masqués, des
des marches théâtrales, une ambiance de cabaret décadent, et le show devient vraiment un hommage vivant à cette poésie insolite, à ce Paris à la fois réel et fantasmé. Il y a beaucoup de légendes autour de ce Paris-là, où l'ombre et la lumière sculptent non seulement la ville, mais aussi les vêtements et les corps qui l'habitent. Sur un plan beaucoup plus artistique, l'approche de Galliano s'inscrit dans une continuité de l'héritage de Martin Margiela, une figure littéralement majeure de la mode conceptuelle. Qui a révolutionné la mode en faisant du vêtement un objet de réflexion. Et il joue, très important, sur l'anonymat, et donc ça renvoie justement au Paris interlope, où on avait cette notion d'anonymat, et on n'était plus dans un truc de genre précis, de classe sociale précise, les pistes étaient complètement brouillées, donc c'est hyper intéressant que Galliano, pour ce défilé-là, qui est son dernier défilé, ait choisi justement ce Paris interlope, qui pour le coup est vraiment représentatif de ce que Margiela mettait dans ses défilés. Galliano ne va pas se contenter de reproduire le code de Margiela, puisque comme à son habitude, il adore être dans l'exagération, et il pousse vraiment les codes à l'extrême. Il les enrichit aussi de sa propre sensibilité, bien évidemment. On reconnaît quand même que... La théâtralité. Voilà. Et il va multiplier les effets de transparence, il va superposer les matières, il va exposer les structures internes du vêtement, il va exagérer les volumes pour créer des silhouettes spectaculaires. Donc on le disait par rapport aux lumières qui étaient reflétées sur les personnages de la nuit parisienne. Sa technique du seamlace, qui consiste à assembler des morceaux de dentelle ou de tissu découpé comme un puzzle. Un peu comme patchwork à l'époque. Exactement. Évoque à la fois la minutie de l'artisanat de la haute couture. Par ce choix, Galliano va faire dialoguer la tradition, donc avec la tradition des nuits interlopes, parisiennes et compagnie, et la tradition de la couture en respectant l'héritage de Margiela et compagnie, et l'innovation. Et donc, il va brouiller véritablement la frontière entre mode et art, et il va transformer chaque pièce en manifeste visuel de quelque chose, fidèle justement à l'esprit de Martin. Galliano, dans ce défilé du coup Margiela, puise abondamment, mais vraiment abondamment, dans l'histoire de l'art pour enrichir ses propos. Les effets d'aquarelle appliqués sur du tissu rappellent les palettes vives et les contours flous des peintres d'époque, comme dans le fauvisme par exemple, ou comme Kees van Dogen, dont les portraits féminins sensuels et colorés capturent l'esprit et la liberté, ainsi que l'exubérance du Paris des années folles. Et ces références se retrouvent véritablement dans les robes, dont les couleurs semblent avoir été déposées un petit peu au pinceau, et ça crée une impression de mouvement du corps. On a vraiment ce jeu autour du corps, de la composition du corps, qui est extrêmement important à la fois dans ce défilé-là, mais aussi dans tout ce que Martin Margiela a produit. Par ailleurs, la mise en scène du défilé, avec justement les jeux d'ombre dont on parlait tout à l'heure, qui sont hérités justement du Paris interlope et de ses photos de Brassailles, ainsi que des silhouettes exagérées et des visages masqués, chers à la fois au Paris interlope et à Martin Margiela, s'inspire en partie de l'expressionnisme allemand et du film noir, avec des lumières rasantes, des contrastes dramatiques, une atmosphère mystérieuse et inquiétante. Et ce choix esthétique transforme le podium en un véritable théâtre visuel, qu'adore Galliano, où chaque mannequin devient un personnage d'une narration qui est muette, traversant la scène comme un rêve ou un souvenir. On a vraiment un défilé qui raconte une histoire avec plein de personnages, donc on a encore l'idée d'ensemble, de communautés, de groupes, mais chacun a un rôle particulier dans cette grande histoire. Et donc, dans ce défilé-là et sous la direction de Galliano, la mode là qui est évoquée se fait un langage plastique et narratif où chaque couleur, chaque matière, chaque pièce renvoie à des références artistiques, mais aussi à une mémoire collective, partagée, où l'intime va rejoindre l'universel et où le vêtement devient un support d'émancipation. Le choix du pont Alexandre III n'est pas anodin. Il s'agit d'un lieu avec énormément de symbolique qui sert de décor à une vision fantasmée et cinématographique de Paris. Présenter le show sous ce pont, qui est littéralement emblématique, sur le quai de la rive gauche, permettait de plonger littéralement les invités dans une atmosphère à la fois mystérieuse, théâtrale, hors du temps et surtout en parfaite cohérence et harmonie avec l'esthétique du défilé inspiré par les nuits parisiennes. Je pense que vous l'avez compris, les marges et l'ombre. Ouais. Et surtout qu'en plus, la plupart des lieux mythiques du Paris interlope étaient beaucoup rive gauche, alors, à part Montparnasse. La scénographie évoquait les bistrots. De plus, le défilé s'est déroulé à la lumière de la
pleine lune, sous une fine bruine, et ça accentue l'ambiance un petit peu mystique et magique, presque cinématographique, recherchée par le créateur. Et d'ailleurs, remettre justement ces marges dans ce contexte actuel qui prend une signification particulière et surtout puissante, la mode et la culture sont quand même traversées par des débats de l'inclusion, de la diversité, de la visibilité et forcément la remise en question des normes traditionnelles. C'est justement en s'inspirant des figures marginales Paris nocturne des années 30 que Galliano ne fait pas qu'un simple hommage historique. Il propose littéralement une réflexion sur la place des invisibles. Ce geste résonne d'autant plus que la haute couture, longtemps perçue comme le bastillon de l'élitisme et du conformisme, s'ouvre ici à des récits de liberté, de métamorphose et de subversion, et le choix de mettre en avant ces figures interlopes et transgressives permet de questionner la frontière entre centre et marge, normes et différences, et d'affirmer que la créativité et l'avant-garde naissent souvent de la périphérie, du mélange et de l'ambiguïté. Dans un monde où les questions d'identité, d'inclusion et de représentation sont au cœur des préoccupations sociales, ce retour aux marges par le biais de la mode apparaît comme un acte artistique et politique. Il invite à repenser ce qui a le droit d'être vu, célébré et de participer à la construction de l'imaginaire collectif. Et en fait, le fait justement que Galliano mette en avant des figures dites alternatives, des figures de l'ombre, les marges, ça s'inscrit littéralement et profondément dans l'ADN de ce que faisait Martin Margiela. Il y a aussi la valorisation de l'invisible. Margiela a toujours donné la parole aux personnes marginalisées, invisibilisées, tout ça. Il anonymisait ses mannequins, donc visage masqué, merci, peinture lurée, tout ce qu'on veut en fait, et refusait aussi la starification du créateur, tout ce qu'est Galliano au final, hein. Et mettait du coup forcément en avant le collectif plutôt que le simple individu. Ces vêtements eux-mêmes révélaient l'envers du décor. Tout ce qui dans la mode traditionnelle devait rester caché devenait ici central et visible, comme du coup les figures interlopes que Galliano met au cœur de ce qui doit être vu. C'est un petit peu le même truc que Margiela faisait, mais lui dans une autre manière. C'était pas avec des personnages, c'était avec les vêtements et les coutures. Et en célébrant aujourd'hui les figures interlopes, les identités alternatives, Galliano prolonge en fait cette philosophie. Il met en lumière ceux qui vivent à la périphérie, tout comme Margiela lui révélait l'envers du décor de la mode. C'est une manière de rappeler que la beauté, la créativité et la nouveauté naissent souvent de la marge. Et que la mode, pour Margiela comme pour Galliano, est avant tout un espace de liberté, d'inclusion et de réinvention permanente. En parlant de réinvention permanente, on va parler de qui pour moi était le plus spectaculaire dans ce défilé, puisque ce sont les maquillages de Pat McGrath. Beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Énormément fait parler, tout le monde a essayé de refaire cette glassy skin. Et pas la glass skin de anime, hein. Cet effet glass skin s'inscrit parfaitement dans l'univers du créateur et dans l'esprit aussi forcément de Margiela pour plusieurs raisons fondamentales. Donc on a bien évidemment l'effacement de l'individu, puisque c'est un choix de maquillage qui va anonymiser en partie les mannequins. On a un teint laqué, des traits uniformisés, un aspect presque irréel qui rejoint la philosophie de Margiela d'effacer justement les identités. Les mannequins deviennent un petit peu des figures hybrides entre humains et poupées et apparitions, ce qui fait écho à la volonté de la maison de brouiller les frontières entre réalité et artifice. Évidemment, on a forcément la théâtralité de la métamorphose. On est chez Galliano, hein, donc voilà. Fasciné par la transformation, le jeu, le théâtre, le maquillage extrême, tout comme les costumes, permettent de créer des personnages, de raconter des histoires. Et ici, les mannequins, tu le disais d'ailleurs, hein, ne sont pas simplement des porteurs de vêtements, mais ils incarnent les créatures de la nuit. Des spectres, des figures issues des marges, encore une fois, en parfaite cohérence avec le Paris des années 30. Je pense que vous l'avez compris. On a bien évidemment la référence à l'art, à la subversion, puisque l'effet Glasskin évoque la porcelaine, le statuaire, la peinture. Il transforme véritablement le visage en objet d'art. Et cette démarche artistique détourne des codes classiques de la beauté, puisque nous, tous les jours, quand on se maquille, on ne se fait pas un effet poupée glacée. Bien. D'ailleurs, Pat, tu passes par là. Je veux bien ton setup, ton set de make-up.
Et ça rejoint tout ça l'ADN de Margiela, forcément, puisque c'est une maison qui est vraiment pionnière dans l'art du détournement, de la déconstruction et de la remise en question. Les personnages d'ailleurs qui sont mis en avant par Galliano sont littéralement les figures de la métamorphose. On est chez Ovide. Exactement. Donc des figures de la métamorphose, de la liberté et forcément de la transgression. Le maquillage les rend à la fois anonymes et extraordinaires. Ça célèbre leur capacité à défier les conventions et à inventer de nouvelles identités. Cela fait écho forcément à la tradition de Margiela, qui valorise encore une fois l'invisible, l'envers du décor, et donne une place centrale à ceux que la société relègue à la marge. Les personnages incarnent donc, on parle des personnages dans le défilé, ils incarnent donc la liberté d'être autre, la possibilité de se réinventer sans cesse, de jouer avec les codes du genre, de la beauté ainsi que de l'apparence. Ils sont porteurs d'une mémoire historique collective, donc celle des nuits parisiennes des années 30, des cabarets, des bals costumés, et ils sont aussi des symboles de résistance. En s'affichant dans toute leur étrangeté, ils défient la norme et revendiquent leur place dans l'espace public et dans l'imaginaire collectif. Donc en parlant justement des marginaux, des personnes invisibles, tout ça qui sont très chères et à Margiela ainsi qu'à Galliano avec cette collection, on va avoir forcément toute l'idée de la transformation du corps, notamment avec forcément le corset où des silhouettes vont remarquablement être sculptées. On va avoir des prothèses aussi qui vont modifier les postures et les tailles du corps des mannequins, rappelant forcément l'esthétique un peu du cabaret. De la drag queen. C'est ça, des bals costumés. Il y a vraiment ce goût déjà chez Margiela de l'expérimentation corporelle. Les hanches sont amplifiées, la taille est marquée, cintrée. Ça évoque forcément les poupées de porcelaine ou encore des personnages de théâtre. On va avoir aussi, du coup, dans cette idée de travailler le corps, travailler le vêtement, les questions de l'oversize, ainsi que la question de la déconstruction des tailles et des normes. Les manteaux, les vestes, les pantalons sont surdimensionnés. Ils sont aussi déconstruits et retravaillés à travers des juxtapositions de textures, de matières. Il va aussi y avoir la fluidité et la transparence. De nombreuses robes ou surrobes exploitent justement cette transparence de tulle, mousseline, organza. Tout ça va dévoiler en fait par endroits des merkins ou des lingeries apparentes. Ça va être des jeux subtils entre la nudité suggérée et le mystère. Ça va permettre aussi d'introduire des techniques particulières à Galliano, tout ça. Notamment le miltrage, qui est une superposition de couches d'organza et de feutre sous la laine crêpée pour imiter des textures. Le seamlace aussi, on en parlait tout à l'heure. Ainsi que le retrograding, c'est un effet de dégradation artistique, comme des auréoles de pluie ou d'usure de la vie urbaine. D'ailleurs, avec toutes ces expérimentations, on va forcément avoir énormément de textiles et de matières différentes. On va notamment retrouver l'organza, des dentelles chantilly, de la tulle, de la georgette, du crêpe, du cuir, du satin, qui vont s'entremêler. Ça va donner vraiment un aspect artisanal et surtout trompe-l'œil qui fonctionne. Et on va avoir pas mal aussi de détails et de finitions particulières vraiment pour finir le personnage et la tenue. Ces silhouettes déjà très imposantes, très complexes, très travaillées. Et ben c'est pas fini puisqu'il y a aussi tout l'attirail avec des accessoires en tout genre, notamment des ombrelles mais attention brisées, avec des gants longs, des bijoux glissés sous les superpositions de dentelles et de battes déchirées. Enfin, tout est superposé. C'est l'idée aussi du vol. On se sert des collants et des tout collants pour cacher. Pour voler. Et du coup, ça renvoie aussi à cette notion de marginalité du Paris. Cette collection met véritablement en scène une galerie de personnages sortis de la nuit, oscillant entre contes, réalité et fantasme. Donc on va avoir des brigands, des danseuses, des travestis, des poupées brisées, des aristocrates déchus. Chaque look est un fragment de récit, porteur d'une histoire, d'une ambiguïté, de la vie urbaine effrénée des années 30, d'émotions, et c'est véritablement un éloge de la métamorphose. La mode, elle va y être performative, subversive et surtout poétique. Grâce au dialogue constant entre les techniques, les matières et surtout la narration, Galliano offre une proposition visuelle totale où chaque détail parle du Paris interlope et visionnaire au cœur de la modernité de Margiela. Parmi ces figures présentées dans le défilé, on retrouve notamment la poupée de porcelaine, une silhouette un petit peu fragile et
théâtrale, souvent représentée par une chemise rayée, portée sur un body latex, effet un petit peu porcelaine, qui incarne à la fois l'innocence blessée et le mystère des mannequins de vitrine figés. À l'opposé, on a le brigand de la nuit, ou le flâneur, qui se caractérise par des manteaux oversize, aux épaules tombantes, évoquant le voyou élégant ou l'aristocrate déchu qui hante la nuit. On a bien évidemment les personnages dits travestis et les créatures de cabaret, représentés notamment par des robes en tulle noir, transparents avec du merkin, et de la lingerie bien évidemment détournée, évoquant la fête, la subversion des gens, la liberté d'expression corporelle, et le jeu du déguisement type bal costumé, cabaret. Le tailoring, quant à lui, il est marqué par des tissus souillés ou tachés, qui reflètent littéralement l'archétype en fait de l'ouvrier ou du loser poétique. Exactement. C'est littéralement le symbole des luttes, de la mélancolie et de la vie urbaine nocturne. Si vous aviez pas compris, c'est vraiment ça se passe la nuit. On a d'autres personnages comme les danseuses de bal musette ou la muse fauve qui s'expriment notamment par des robes au jeu de transparence et aux couleurs pastel inspirées des peintures de Van Dongen dont on a déjà parlé et qui incarnent la jeunesse un peu bohème, la sensualité et l'énergie festive et l'usage récurrent de masques, de voiles, de chapeaux extravagants anonymise véritablement les mannequins devenus un petit peu des spectres urbains, des fantômes de la nuit, qui traversent la scène avec une identité floue, illustrant la dissolution de l'individu dans le collectif. Enfin, on a des silhouettes comme celle de la courtisane ou encore de la dame du trottoir, qui vont être soulignées notamment par l'utilisation des ombrelles cassées ou encore des bijoux qui sont cachés dans les barésies, les bacs déchirés. Ça va mêler entre guillemets la séduction, le mystère, la résistance sociale et surtout la vulnérabilité, qui vont incarner des figures ambivalentes et emblématiques de ce Paris. Nocturne et interlope. Voilà. Ces personnages, du coup, ne sont pas de simples costumes. Ils sont des narrations vivantes, des fragments d'histoire où se mêlent ambiguïté, douleur, fête, poésie et surtout rébellion. C'est le maître mot, je pense. Ils reflètent le goût de Galliano pour la mise en scène narrative, la métamorphose et la célébration des invisibles dans la grande tradition de la mode subversive de Margiela. Chaque personnage est archétype et puisé dans les mémoires de la nuit parisienne, mêlant réalité sociale et fantasmagorie artistique. Du coup, là, on va vous mettre les petits looks qu'on a adorés. Je pense qu'on vous a bien expliqué Tous les petits personnages, toutes les références, tous les trucs. Exactement, pour bien comprendre quand même le défilé et l'importance surtout de ce défilé. Maintenant, on a quand même une certaine liberté quand même d'interprétation au niveau des looks. Et on va tout simplement prendre la liberté sur cette vidéo de juger nos looks préférés. Je vais commencer avec le look numéro 1 et c'est celui de Léon Dame qui ouvre littéralement le défilé de haute couture. Pourquoi j'ai choisi ce look? Simplement déjà de une, parce que ouvrir une haute couture avec un homme, enfin une personne dite masculine, c'est quand même assez fort et j'aime énormément ce genre de prise de risque et d'initiative. C'est quand même ce truc de transgression où on voit qu'on n'est pas obligé encore de rester dans ces carcans habituels de Paris. Donc voilà pourquoi je choisis ce look numéro 1. Moi, je vais parler du look numéro 27. J'aime beaucoup ce look parce que ça respecte tous les codes de Margiela de montrer les trucs un petit peu déchus, un petit peu jetés à la poubelle. Ça ressemble à du carton mouillé qu'on aurait modelé sur le corps et je trouve ça extrêmement beau. Et du coup, j'aime beaucoup la construction et la technicité qu'il a fallu pour la construire parce qu'il y a beaucoup de plissés. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est moche. On dirait un meuble. Et c'est très drôle de voir ça en haute couture parce que ça ne respecte absolument pas les codes du beau. J'aime pas Victor Hugo, c'est ma phobie littéraire. Look numéro 17 pour ma part. Il a été partagé par une de mes sœurs, je crois que c'est Hunter qui le porte. Si c'est le cas, une image s'affiche immédiatement à l'écran. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas d'image. Moi, j'adore ce genre de gilet un peu à la Suzanne. Voilà, mes versions crop top. Moi, j'adore, en fait. Je trouve ça hyper mignon. Et puis, en haute couture, en fait, présenter une pièce aussi simple sur des tenues entre guillemets simples. On s'entend. Hein. Je trouve ça, je sais pas, poétique, tu vois. En fait, c'est une simplicité, c'est comme une plume qui tombe dans l'eau. Et puis surtout que ça renvoie à l'idée que ça fait hommage à des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens, qui n'avaient pas tout ça. Donc, t'avais pas forcément les moyens d'avoir une quantité astronomique de vêtements. Et on le voit bien, c'est un personnage dans sa posture pendant le défilé qui a l'air d'avoir froid, qui est extrêmement replié sur lui-même. Ce que j'aime aussi, c'est cette jupe robe. J'arrive pas à savoir si c'est une jupe ou une robe. Cette espèce de découpe sur le bas. C'est hyper moderne parce que ce genre d'alvéole, etc. est énormément utilisé dans la technologie. Retrouvé sur une robe qui représente les années 30
30, et ben en fait je trouve ça innovant. Moi, je vais parler du look numéro 44 sur 44, le dernier bien évidemment. J'adore ce look pour plusieurs raisons. Déjà de 1, c'est un mannequin qui est grande taille, Ouais, en tout cas pour la mode, ce qui est légendaire en haute couture, sachez-le. Ça reprend les techniques de Margiela, notamment avec l'idée de la transparence et de ce truc du tablier un petit peu de boucher. Et j'aime beaucoup parce que ça fait nourrice, aristocrate, poupée de porcelaine. Ça noie l'individu parce qu'on n'arrive pas à identifier qui il peut vraiment être. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc hyper intéressant de chercher qui sont ces personnages. Et pour mon dernier look, ce sera le 31. Pourquoi j'adore ce look et pourquoi j'ai envie d'en parler, c'est tout simplement le masque et le chapeau. Ces espèces de tulle avec du nylon en fait, juxtaposé sur un chapeau qui couvre le visage. En plus, c'est suivi ensuite par la robe. Bah j'adore, il y a une continuité, ce mélange de matière, d'ouverture, de coupure. Et du coup, ça me fait penser tout simplement à moi. Donc en fait, ce look est un peu dans de l'ego trip, voilà, tout simplement parce qu'il me fait penser à moi. Voilà. En plus, le maquillage est fait sur le collant. Moi, pour finir, j'ai parlé du look numéro 21. J'aime beaucoup ce look parce que déjà, c'est un mannequin qui n'est pas blanc, ce qui est assez rare aussi en Fashion Week haute couture. Par ailleurs, j'adore les gros volumes qu'il y a. J'ai du mal vraiment à comprendre comment a été constitué le look. J'ai l'impression qu'il y a un peu des collants qui ont été mis sur une veste, qui ont été déstructurés. Ça fait très collant déchiré un petit peu quand on regarde. J'aime beaucoup parce que la manière dont les mannequins se déplacent avec ces gros volumes sur le haut du corps qui sont assez rares, ça crée des effets de déséquilibre aussi du personnage. On a une structure qui n'est pas du tout dans les normes de l'équilibre. Voilà, j'aime bien tout ce truc-là autour qui est un peu une obsession chez moi dans l'équilibre des volumes. Et là, on n'a aucun équilibre. Tout est démesuré, tout est déséquilibré. Et pourtant, il y a une harmonie qui est faite qui fait que ça reste vraiment beau à voir. Bon, voilà. On a fini. Ça a mis très longtemps. Ça a mis très longtemps. Sachez qu'on est en retard pour nos prochains rendez-vous. Voilà. En tout cas, on espère que ça vous a plu d'avoir un petit peu tout ça, toute cette histoire. Si jamais ça vous a plu, on peut le refaire sur plusieurs défilés. On voulait faire celui-là parce que c'était facile entre guillemets. Ouais, c'était facile. Qu'on avait adoré le défilé aussi. On espère que vous aussi vous avez adoré. Peut-être que vous ne saviez pas tout ça. Donc si ça vous a permis de découvrir, bah tant mieux. Allez vous renseigner sur la culture interlope du Paris des années 1930. C'est génial. Génial. J'ai découvert une nouvelle passion. Je pense qu'on va achever l'épisode maintenant pour se dépêcher d'aller à nos rendez-vous. On vous fait des gros bisous et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. YouTube Ad, voilà, vous connaissez. Et on se retrouve à la prochaine. Bisous.